sommes aux universités d'été de la DGCF à Deauville aux Franciscaines. Table ronde numéro 1, aménagement et développement durable. Penser le territoire à l'heure de l'Anthropocène. Je suis en compagnie de Nathalie Masraval, DGS à la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et vice-présidente transition écologique, biodiversité, mobilité et résilience des territoires. Avec Régis Petit, DGS à la communauté d'agglomération Seine-Eure et vice-président aménagement, habitat et urbanisme, et en compagnie d'un partenaire, l'agence Chaban, Nicolas Chaban, architecte et président de l'agence. Bonjour à tous les trois. Bonsoir. Et merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler aménagement, transition écologique. Alors tout d'abord, je me tourne vers vous, Régis Petit. Comment les intercommunalités perçoivent le ZAN ? On en a beaucoup parlé déjà dans les débats cet après-midi, un sujet actuel et futur qui, j'imagine, fait partie de vos grandes problématiques. Alors comment les intercommunalités perçoivent le ZAN en tant qu'outil d'aménagement durable et comment le mettre en œuvre dans vos territoires ? Tout d'abord, les élus perçoivent souvent ça comme une contrainte parce que l'habitude a fait que jusqu'alors on a quand même consommé beaucoup d'espace, y compris des espaces naturels, agricoles. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est conscient que il faut vraiment changer d'approche. Donc cette contrainte, ils commencent à l'intégrer. Après, comme toute contrainte, ils considèrent toujours que ça pourrait être dérogatoire pour eux et qu'on puisse peut-être plus limiter chez les voisins, mais globalement, c'est rentré dans toutes les têtes. Alors après, la question, c'est vraiment de savoir comment on va s'y prendre désormais pour réussir à respecter les objectifs de ce zéro artificialisation nette. Donc il y a un premier palier à moins 50% jusqu'en 2030, puis ensuite vraiment le zéro. C'est de façon assez classique, on se penche vers les friches. Mais là encore, il y a des contraintes sur les friches, que ce soit des friches de logement ou des friches industrielles, puisque c'est pas parce que c'est une friche qu'on n'a pas de problème de biodiversité ou de respect de l'environnement. Donc c'est une contrainte là aussi à prendre en compte. On essaie de réinventer la manière de penser le logement. On essaie de sortir du schéma de la maison individuelle en se disant que finalement le citoyen, l'habitant, lui, il n'a pas forcément besoin il cherche pas forcément une maison individuelle, mais il cherche un logement confortable avec de l'intimité. Et donc on essaie de densifier un maximum. Il faut reconstruire, réinventer la ville. Les architectes nous aident à le faire. Et en tout cas, essayer véritablement d'optimiser les espaces qu'on occupe sur le territoire, parce qu'on sait aujourd'hui, on doit anticiper le fait que on ne pourra pas consommer autant d'espace qu'on a pu le faire jusque dans un passé récent. Après, le deuxième sujet, il y a le développement lié au logement, il y a le développement lié à l'activité économique. Je fais partie de ceux qui pensent que ce sera plus facile d'être créatif, inventif sur le logement et donc de restreindre fortement la consommation d'espace pour les logements, ce qui pèse en moyenne 70% de la consommation des espaces. Sur le développement économique, si on veut réindustrialiser comme on l'entend la France, là on aura encore des consommations d'espace. Donc il faudra sans doute réserver les consommations d'espace à des usages plutôt économiques et vraiment mettre le paquet sur le logement pour densifier et réinventer la façon d'habiter. Alors justement, comment l'architecte que vous êtes, Nicolas Chaban, accompagne les collectivités sur le ZAN ? Quelle est votre expertise là-dessus sur l'accompagnement et la mise en œuvre de ce zéro artificialisation nette ? Alors déjà, c'est un bel enjeu, mais on a un petit peu le temps. Par contre, il faut agir maintenant. Alors pourquoi on a un peu le temps ? Parce que le ZAN, c'est en 2050, mais il y a déjà un autre objectif qui est 2030, de diminuer par 2 l'artificialisation des sols. Après, il y a un deuxième aspect. Quand on parle d'artificialisation, c'est à la fois du bâti, mais aussi il y a tout ce qui, on va dire, routes, VRD, espaces extérieurs qui sont donc artificialisés. Et il faut savoir qu'en France, la moitié de la surface artificialisée, c'est pas le bâti, la moitié c'est du bâti et la moitié c'est les espaces routiers. Donc, comment on peut accompagner à ce moment-là ce travail de mutation, parce que ça, c'est un peu muté à un moment donné des zones artificialisées à des zones naturelles, c'est déjà faire un diagnostic de son territoire. Voir en effet les zones, si j'ai des zones qui ont des friches,
Qu'est-ce que je vais faire de ces friches? Je les démolis pour finalement naturaliser. Où est-ce que je vais les reconvertir si j'ai de la nouvelle demande économique ou logement? Souvent, aujourd'hui, on a eu un urbanisme des années 70-80 de grands ensembles, soit industriels, soit commerciaux. Là, il y a souvent, certains sont moribondes. Il y a un diagnostic à faire sur justement cet état. Est-ce que je peux les inciter à superposer de manière à pouvoir démolir à certains endroits? Et puis, les centres commerciaux eux-mêmes sont en train de se renouveler. D'abord parce qu'ils ont un peu moins de fréquentation, Internet est là, alors Internet est en train de développer de la logistique, donc il faut faire la balance un peu là-dedans. Mais c'est tout un travail, on va dire, sur le bâtiment aujourd'hui qui a fait de l'étalement urbain, pour finalement essayer de retrouver de la surface, souvent qui va être soit du logement, soit des nouvelles activités. Ça, c'est un premier aspect. Après, quand je reviens sur les histoires de route, on va petit à petit changer de mobilité. Et on va, heureusement ou malheureusement, abandonner un peu la voiture ou le nombre de voitures, 2 à 3 par famille, on va peut-être revenir à une voiture. Donc ça veut dire que demain, il y aura peut-être moins besoin de voiries et peut-être qu'il y aura des trottoirs et des voiries et des places de parking, de voirie qui pourraient peut-être muter là aussi sur finalement des trames vertes qui vont devenir ce qu'on appelle des trames marrons, parce qu'il faut qu'il y a la terre qui puisse se transférer petit à petit pour qu'il y ait toute la biodiversité de sous-sol qui se transmette. Donc c'est à la fois un diagnostic de son territoire, à la fois de ce que je peux muter, mais à la fois ce dont je vais avoir quand même besoin, parce que souvent on est en croissance démographique et il faut quand même pallier aux besoins qu'on peut avoir en ce moment, notamment sur le logement. Alors vous avez évoqué 2050 pour Lausanne, il y a peut-être un enjeu peut-être encore plus immédiat sur lequel nous agissons désormais et nous continuerons à agir, c'est peut-être l'aménagement durable et le bâti écologique. Alors je me tourne vers vous, Nathalie Masraval. Aménager durablement, qu'est-ce que ça veut dire quand on est à la tête d'une interco? Comment ça se passe sur votre territoire? En tout cas, c'est véritablement inévitable de bâtir écologique et de rénover peut-être le bâti existant. Oui, alors c'est vrai que la première question qu'on se pose, c'est pourquoi agir sur le bâti. Il faut être conscient que le bâtiment, c'est le premier consommateur justement d'énergie et derrière, c'est le deuxième émetteur derrière les transports. Donc on voit qu'on a un vrai intérêt à agir sur le bâti. Aussi, il faut être conscient que les 3/4 du bâti qui existe aujourd'hui sera toujours présent en 2050. Donc on a un vrai intérêt à agir et puis aussi en étant conscient que ce parc il se renouvelle peu. Il y a 1% des constructions neuves qui se fait chaque année. Donc aussi on sait que réhabiliter, ça permet de diviser par 3 ou par 4 la consommation carbone sur un bâtiment. Donc déjà on comprend le sens. Pourquoi est-ce qu'on doit agir? Alors, comment agir? Agir en construisant mieux. Agir en construisant moins. On a parlé de sobriété tout à l'heure. Donc déjà, le moins, on a parlé de sobriété foncière, mais on peut parler des ressources. Donc agir sur la consommation d'eau, agir sur les déchets qui sont produits. Agir aussi en faisant mieux. Donc là, en construisant de manière économe aussi, en isolant mieux. En fait, l'enjeu, il est pluriel. Il y a d'abord un enjeu de sobriété, on l'a vu, de réduire la précarité énergétique, parce que quand on réduit la consommation énergétique, l'usager forcément consomme moins. On voit qu'il y a des bénéfices à la fois individuels sur les ménages, quand on parle de logement, et à la fois collectifs pour les entreprises, pour les collectivités qui utilisent les bâtiments. Ce qui se passe, c'est qu'on a plusieurs moyens d'agir. Il y a, je pense, 2 grands niveaux pour agir. Il y a à la fois le bâti, c'est-à-dire le bâtiment lui-même, les équipements qui sont dans le bâtiment. Donc là, on va parler à la fois de rénovation énergétique, par exemple d'isolation thermique par l'extérieur. On va parler d'optimisation des équipements, donc remplacer les chauffages par des chauffages radiants, réfléchir aux sources d'énergie. On peut s'orienter vers des énergies vertes, vers la biomasse, vers des réseaux de chaleur. On peut aussi agir sur des équipements qui sont performants avec du relamping LED. On a une batterie d'utilisation possible et qui sont différentes évidemment. Là, je vous ai donné des solutions qui peuvent aller sur de la rénovation, mais on a d'autres qui s'appliquent sur du neuf avec aussi des solutions de panneaux photovoltaïques, avec des contrôles de gestion, des smart grids à l'échelle de zones d'activité économique. Voilà, on a des bouquets de services
Mais il faut bien être conscient que le deuxième levier, il porte sur l'usager, parce que l'usager aussi a un impact non neutre dans les modalités de gestion de l'équipement sur l'impact énergétique. Je donnerai un exemple. J'ai une communauté de communes qui est limitrophe avec la nôtre, en tout cas qui n'est pas très loin de la nôtre, qui a des piscines et qui, au vu de leur caractère énergivore et de la flambée du coût de l'énergie, va être obligée de les fermer. Donc on voit l'impact quand même très important qu'a la construction, on va dire, énergétique durable. Et moi, j'attirais l'attention sur 2 points de vigilance. Déjà, le premier point de vigilance, c'est justement les usagers. On voit qu'en Allemagne, qui a mené une politique énergétique très volontariste, on a un recul de 10 ans où on s'aperçoit que les consommations continuent à augmenter. Pourquoi ? Parce que les usagers ont toujours des comportements énergivores. Ils réinvestissent les économies d'énergie sur une augmentation de température de consigne. Première chose. Et deuxièmement, le coût financier. Il faut qu'on raisonne vraiment en coût global. En fonctionnement transversal, on parlait de mobilité, mais un bâtiment aussi n'est pas posé n'importe où. Hein. C'est-à-dire qu'il faut penser la mobilité pour y aller. Il faut penser aux bornes de recharge électrique, par exemple. Donc ça veut dire qu'on doit aussi, au niveau des collectivités, à penser à ces montages financiers, que ce soit des CPE, des contrats de performance énergétique, que ce soit des PPA, donc ça c'est plutôt pour du neuf, donc c'est-à-dire arriver à faire un montage intelligent avec les producteurs d'énergie et caper en fait le coût de l'énergie. Donc on voit bien qu'on a plusieurs leviers, à la fois au niveau des usagers, à la fois au niveau des finances, pour agir pour la transition écologique. Vous, en tant qu'architecte, Nicolas Chaban et l'agence Chaban, j'imagine que c'est au cœur de vos pratiques quotidiennes professionnelles, bâtir écologique, rénover le bâti existant. Comment travaillez-vous ces questions ? Alors, sur l'écologie et l'environnement, il y a vraiment 2 aspects. Comme on vient de le dire, il y a vraiment la partie consommation d'énergie, où là, il y a tout un travail qui est fait depuis, on va dire, déjà 10-15 ans. Et il y a le bilan carbone des opérations. Donc, il y a aujourd'hui vraiment ces 2 spectres à avoir, avec le fameux label E+C-, énergie positive et bas carbone. Donc le travail, il est déjà, on va dire, la consommation, le meilleur bilan carbone qu'on ne consomme pas, c'est celui qu'on ne va pas construire. Alors une fois qu'on a dit ça, pour autant il faut construire, mais l'idée c'est de réinterroger déjà les programmes. Il faut savoir que les bâtiments, en moyenne, les équipements publics sont utilisés 33% du temps. Donc déjà, quand je dis réinterroger le programme, c'est se dire comment un bâtiment pourrait avoir peut-être 2 vies. Une le soir et une la journée. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on est en train d'étudier un groupe scolaire à Marseille. Il sert la semaine. Et le soir, la partie gymnase et la partie médiathèque va servir aux associations locales. Donc quand je dis, voilà, essayer d'inventer 2 vies, c'est que finalement, au lieu de créer un gymnase pour la ville et éventuellement une médiathèque, c'est se dire finalement, on va faire le 2 en 1. Donc ça, c'est déjà à l'étape des maîtres d'ouvrage et ensuite des programmistes de rechallenger, on va dire, la programmation. Et de se dire finalement, le bâtiment c'est un bâtiment serviciel. Il doit rendre service par ces activités-là et finalement essayer de trouver une occupation maximum dans le temps. C'est ce qu'on appelle un peu la chronotopie. Et une fois qu'on a optimisé, on va dire, fait du multi-activité finalement ou du multi-usage dans un seul et même bâtiment, là on va chercher les économies d'énergie et on va chercher notamment les matériaux biosourcés et géosourcés pour construire le bâtiment. Voilà, mais vraiment, j'insiste, le travail de départ, c'est réinterroger la programmation et les définitions de besoins. Parce qu'on a toujours eu l'habitude un peu en France de « j'ai un besoin, je fais un programme et je fais un bâtiment ». Ça c'est fini, on ne peut plus, parce qu'on sera justement limité par le ZAN. Bien, merci Nicolas Chaban, merci Nathalie Masraol, merci Régis Petit pour vos éclairages, vos commentaires et bonnes universités d'été. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt.